Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, l'encyclique et la République technologique, l'intelligence artificielle prise entre deux clergés. Toute technologie révolutionnaire transforme la société parce qu'elle redistribue le pouvoir. C'est pour cela qu'on l'appelle révolutionnaire. Cette transformation inquiète donc les pouvoirs en place, qu'ils soient spirituels, industriels ou politiques. Il en va bien évidemment de même pour l'intelligence artificielle. Deux textes parus à quelques semaines d'intervalle, l'encyclique Magnificat Humanitas de Léon XIV et le manifeste de Palantir, prétendent dire ce que l'humanité doit en faire. L'un veut la désarmer, l'autre l'enrôler. Tous les opposent, sauf l'essentiel, le refus de laisser cette technique aux mains des gens ordinaires. Le 25 mai, le pape Léon XIV publiait sa première encyclique Magnificat Humanitas sous-titrée « Sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». Le texte est long, plus de 100 pages, et touffu et répétitif, j'avoue que je n'ai pas eu la patience d'aller jusqu'au bout. Il revendique explicitement une filiation. En le signant le 15 mai, jour du 135e anniversaire de Rerum Novarum, Léon XIV se place dans le sillage de Léon XIII qui avait formulé en 1891 la doctrine sociale de l'Église face à la révolution industrielle. L'idée est que l'IA constitue une nouvelle question de notre temps, la nouvelle question de notre temps, comme la condition ouvrière le fut au sien. Le texte part d'un postulat nuancé. La technologie n'est pas une force antagoniste de la personne, ni un mal en soi, mais elle n'est pas neutre non plus. Elle porte des intérêts et des choix qu'il faut interroger. De ce postulat, le texte tire plusieurs orientations. Il appelle à, je cite, « désarmer l'IA », un terme remarqué, c'est-à-dire à la soustraire au monopole et à créer des cadres juridiques adéquats, ainsi qu'une surveillance indépendante, afin qu'elle ne domine plus l'humain. Il refuse qu'elle serve à concentrer richesse et pouvoir entre quelques mains, plutôt que le bien commun. Il évalue ses usages à l'aune de 4 exigences. La vérité, la dignité du travail, la justice sociale et la paix. Il s'inquiète enfin d'un effet plus discret. À force de déléguer à la machine la formulation de nos questions et la production de nos réponses, l'humanité perdrait sa capacité d'émerveillement, c'est-à-dire l'aptitude à s'étonner devant le réel, à le contempler et à chercher par elle-même la vérité et la beauté. Cette dernière crainte mérite qu'on s'y arrête, car elle est plus ancienne qu'il n'y paraît. On l'a déjà opposée à l'écriture, dont Platon lui-même redoutait qu'elle ruine la mémoire, puis à l'imprimerie, accusée de noyer les esprits sous un flot de textes et de dispenser de l'effort de comprendre. Aucune de ces craintes ne s'est vérifiée. L'imprimerie n'a pas affaibli la pensée, elle a démultiplié le nombre de ceux qui pouvaient y prendre part. La capacité d'émerveillement n'est en effet pas une réserve que chaque outil entamerait un peu plus, elle se déplace vers de nouveaux objets à mesure que les outils en libèrent l'usage. En résumé, une image forte structure l'ensemble du texte. L'humanité aurait à choisir entre ériger une nouvelle tour de Babel, la technologie divisant les hommes, et bâtir la cité où Dieu et les hommes habiteraient ensemble. Compte tenu de l'importance du sujet et de son ambition, le texte mérite mieux que l'approbation polie qu'il a reçue en raison des bons sentiments qu'il exprime. Personne ne peut vraiment être contre une technologie plus humaine, ni contre la dignité de l'homme. Cependant, ces présupposés gagnent à être interrogés, et ils peuvent l'être plus facilement en le rapprochant d'un autre texte paru quelques semaines plus tôt, qui semble pourtant son contraire absolu. Ce texte, c'est le manifeste de Palantir, une société américaine qui produit des logiciels de surveillance militaire basés sur l'IA, et que j'ai évoqué dans un podcast précédent. Là où l'encyclique est universaliste et inquiète, le manifeste est nationaliste et conquérant. Il exige que les ingénieurs payent leur dette morale à la nation, en mettant leur savoir au service de la défense et du renseignement, oppose des cultures jugées supérieures à d'autres tenues pour régressives, et réclame un retour de la religion, du service national et de la puissance dans la vie publique. Tout les sépare a priori, et pourtant leur ressemblance est frappante. Les deux textes
partagent un même modèle mental qu'on pourrait définir comme le refus de l'ordinaire. Ce modèle consiste à refuser que l'IA soit ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire une technique parmi d'autres, à laquelle des millions de gens trouvent des usages quotidiens pour résoudre leurs problèmes et faire des choses nouvelles, du diagnostic médical à la traduction en passant par l'aide aux devoirs. Tous deux veulent l'arracher à ce quotidien pour l'inscrire dans un grand récit, salut spirituel d'un côté, destinée civilisationnelle de l'autre. Et tous deux partent du même postulat. Livrée à elle-même, l'IA va opprimer. Et ils tirent la même conclusion pratique. Il faut un cadre et une autorité, morale ou séculaire, pour dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. L'encyclique demande une surveillance, je cite, indépendante, bien sûr, mais indépendante de qui ? Alors que le manifeste réclame lui un service national et un devoir de servir l'État. Dans les deux cas, l'action libre et décentralisée des utilisateurs et des entrepreneurs est tenue pour insuffisante, voire dangereuse. Elle doit être pilotée par des sages, car on ne peut pas faire confiance au peuple pour savoir ce qui est bon pour lui. Les deux textes sont aussi contestables dans leurs analyses, et de manière symétrique. L'encyclique parle de monopole à conjurer, alors que le marché de l'IA est un des plus concurrentiels du moment, avec des modèles ouverts et fermés, des acteurs sur 3 continents, et un seuil d'entrée qui n'a jamais été aussi bas pour un développeur isolé, comme l'a montré par exemple l'émergence soudaine du chinois DeepSeek. L'autorité à laquelle l'encyclique appelle serait, elle, bien, en revanche, un monopole, et c'est la limite de l'argument. Le manifeste, lui, décrit une Silicon Valley qui aurait déserté la défense alors qu'elle s'y précipite. Chacun semble fabriquer un danger dont il prétend ensuite vouloir nous protéger. La même objection vaut donc des deux côtés. Les progrès matériels et moraux des 2 derniers siècles ne sont venus ni de la sagesse d'un clergé, ni de la clairvoyance d'experts, toutes deux autoproclamées, mais de la liberté laissée à des gens ordinaires d'essayer, d'échouer et de recommencer. Et le risque que ces textes désignent n'est jamais le plus important. Il est dans les usages qui ne naîtront pas si l'on confie d'avance la technologie à des gardiens, qu'ils soient pieux ou patriotes. C'est là d'ailleurs le paradoxe de l'encyclique. Le texte se veut une défense de la personne humaine, et c'est son intention la plus sincère. Mais en cherchant à contrôler le progrès dans un souci de protéger l'humanité, il dessert précisément ce qu'il entend défendre. Car la diffusion d'une technologie nouvelle profite d'abord aux plus modestes, à qui elle donne accès à des moyens jusque-là réservés aux mieux dotés. Un diagnostic, là où il n'y avait pas de médecin, une traduction, là où il n'y avait pas d'interprète, un savoir, là où il n'y avait pas d'école. Ralentir cette diffusion au nom de la prudence, c'est demander aux plus démunis de se passer longtemps de ce qui leur manque le plus. La protection se retourne ainsi contre son objet. Vouloir mettre l'humanité à l'abri du progrès au nom de craintes, même légitimes, c'est souvent la priver de ce qui l'aiderait le plus, et le faire au nom même de son intérêt. On se concentre sur le risque que la technologie se développe, on oublie le risque qu'elle ne se développe pas, et le coût d'opportunité colossal, notamment pour les plus faibles. À cet égard, le terme de désarmer l'IA, comme si celle-ci était une arme, est malheureux par les associations qu'il crée. Il faut donc refuser ces 2 enfermements. Refuser celui d'une église qui voit dans chaque outil une menace de Babel, et celui d'une caste technologique qui se rêve en bras armés d'une civilisation assiégée. Refuser cette fausse alternative, le contrôle ou le chaos, Babel ou la cité de Dieu, car la cité des hommes, ça peut très bien aller aussi. L'IA n'a pas besoin de prêtres, elle a besoin de pluralisme réel, c'est-à-dire d'une multitude d'acteurs qui en font ce qu'ils peuvent, se corrigent en chemin et tracent leur propre voie. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!